Vincent, le docteur Vincent, qu'on aura à découvrir dans la suite de notre épisode. Et le terme aujourd'hui, c'est les matériaux locaux, solutions globales, réinventer l'innovation à partir de nos ressources. Alors vous l'aurez compris, on va parler des matériaux locaux, des choses qui sont propres à notre réalité ici en Afrique et comment est-ce que ces choses-là peuvent contribuer en fait à des innovations à l'échelle globale, à l'échelle mondiale. Alors bonsoir Vincent. Bonsoir Wilfried. C'est un plaisir pour nous de pouvoir avoir cet épisode avec toi, pouvoir te découvrir davantage, découvrir ton travail, qu'est-ce que tu fais, comment ça contribue d'une certaine manière au développement de l'Afrique. Et voilà. Bon. Avant qu'on continue, j'aimerais vous dire, les internautes, que vous aurez le temps de pouvoir poser vos questions, vos commentaires, etc. Donc, il y a les commentaires. Vous pouvez mettre vos questions en commentaire et on se fera un plaisir de pouvoir les répondre au fur et à mesure qu'on ira. Alors, M. Vincent, on te donne un peu la parole pour te présenter, pour nous parler un peu brièvement de ton parcours, depuis que tu as commencé, peut-être ton parcours universitaire, peut-être professionnel, et maintenant que tu es avec nous au niveau de. Enfin, que tu es dans le monde de la recherche maintenant. Ok, merci beaucoup Wilfried. Le plaisir est partagé également. C'est un très grand honneur pour moi ce soir d'être ici à Accra afin de pouvoir échanger avec vous et essayer de présenter un peu les différents travaux réalisés au sein de notre laboratoire. Je suis Eba Kablan Vincent Junior, de nationalité ivoirienne. Et comme vous l'avez si bien dit, je vais essayer de présenter de façon résumée, c'est-à-dire mon parcours académique. J'ai un peu un parcours académique un peu atypique, voilà, un peu atypique dans le sens où c'est un parcours qui a été rempli de beaucoup d'expériences, beaucoup d'autres. Mais je crois que ces expériences-là nous permettent de pouvoir nous mûrir et par la suite, c'est-à-dire être des porte-flambeaux ou bien des modèles pour des générations futures. Je suis issu d'une famille modeste. Voilà, j'ai grandi dans un quartier populaire de la Côte d'Ivoire, plus particulièrement à Abidjan. Voilà. Je suis un Abidjanais. Donc, pour dire que quand on est en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, dans des quartiers populaires, on sait très bien que vraiment réussir, on peut dire, un grand défi. Même si cela est possible, c'est un grand défi. Donc, après mes études primaires, je fais le collège. Et après le collège, j'obtiens mon baccalauréat série C. Série C, c'est en sciences mathématiques. Et après le baccalauréat, je suis orienté, j'ai passé le test pour entrer à l'Institut national polytechnique au Fort-Boigny, voilà, de Yamoussoukro, abrégé INPHB. J'ai été orienté en classe préparatoire technologie. C'est de là-bas que va débuter ma première expérience. Ma première expérience en eau trouble, comme j'ai l'habitude de le dire. Parce que vous savez, les classes préparatoires ne sont pas évidentes. Il y a beaucoup de difficultés, et surtout les classes préparatoires dans nos pays. Voilà, je précise parce que c'est très important. Donc, l'année a été beaucoup remplie de difficultés, parce que lorsqu'on vient en classe préparatoire technologique en Côte d'Ivoire, on estime que ce sont les meilleurs en mathématiques, en physique, qu'on regroupe voilà, vraiment dans une classe, comme je peux le dire. Et à la fin de l'année, ça n'a pas marché. Et quand on classe préparatoire que ça ne marche pas, c'est-à-dire que l'INPHB vous demande d'aller vous inscrire dans des universités publiques. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous réoriente. Parce qu'on estime que vous n'êtes pas apte à pouvoir continuer les classes préparatoires. Donc, tout d'un coup, je vais traverser cette difficulté. Par la suite, je me réoriente. Voilà, je vais à la faculté dénommée Sciences fondamentales appliquées, voilà, qui est abrégée SFA à Bobo-Djamé. Et c'est là-bas que je commence une très belle aventure.
Donc la spécialité c'était physique-chimie. Je fais la première année physique-chimie, deuxième année physique-chimie, troisième année. La troisième année, ce sont les spécialités. J'étais en physique. Voilà, pour être vrai, j'étais très bon. J'étais très bon là-bas. Pas pouvoir dire, mais j'étais très bon. Voilà, donc par la suite, après l'obtention de ma licence, je fais un master 1, mais toujours ayant ce désir-là de faire les écoles d'ingénierie. Parce que déjà, à l'INPH, lorsque vous faites des classes préparatoires, après les 2 années de classe préparatoires, vous avez accès aux écoles d'ingénierie. Donc c'était déjà mon aspiration. Donc je voulais forcément rentrer dans une école d'ingénierie. Voilà. Donc après le master 1 en physique, c'est là qu'il y a une université, voilà, qui venait de naître, l'université polytechnique du Mans, qui avait ouvert ses écoles. Et dans la partie de cette université, il y avait le cycle général et le cycle par le voie des classes préparatoires et par la suite faire le cycle ingénieur. Et c'est comme ça que moi j'avais vu, ils avaient lancé le concours pour entrer dans l'école d'ingénieur. Et je crois bien, en cette année-là, il y avait l'école des mines, l'école de l'énergie, l'école de mécanique et l'électrotechnique. C'est dans cette école que je voulais rentrer, l'école d'électrotechnique. Parce que j'aimais beaucoup tout ce qui est technique. Donc on s'est trouvé que cette année, ils n'avaient pas ouvert le concours. Et il y avait le concours d'entrée à l'école de la métallurgie des matériaux, dont la spécialité est sciences et génie des matériaux. Ok. Ça rapproche un peu. Exactement. Donc j'ai dit pourquoi pas essayer de passer ce test. J'ai juste passé ce test parce que je voulais juste le passer, honnêtement. Je me disais, bon, je passe le test et puis bon, la vie continue. Bizarrement, c'est un concours où quand vous le passez, au soir du concours, vous avez vos résultats. Et j'avais passé le concours dans une autre ville. C'est stressant. Voilà, le concours se passait dans une ville. Moi, je suis à Abidjan. Je crois bien que d'Abidjan à cette ville, c'est 800 km. Donc, c'est très loin. Donc, je suis allé passer le concours. Et le soir, où je rangeais mes affaires pour retourner chez moi, je vois, vous avez 22h, 23h. Bon, la liste des admis était sortie. J'étais retenu. Bon, ok, donc, c'est comme ça que mon aventure dans les sciences et génie des matériaux va commencer. Donc, tout d'un coup, je vais stopper mon master 2 en physique. Et c'est comme ça que je vais m'orienter directement pour faire le cycle ingénieur. Donc, je fais le cycle ingénieur en première année, deuxième année, troisième année, où je commence à aller dans des stages, aller en entreprise, connaître un peu comment l'entreprise fonctionne. Mais à l'entreprise, j'avais remarqué que c'était juste de la routine. La routine dans le sens où il y a un modèle qui est préétabli et il faut venir et essayer de dupliquer le même modèle. Alors que moi, je suis une personne, j'aime aller à la découverte. J'aime apprendre de nouvelles choses. J'aime les difficultés. Donc, je ne me sentais pas vraiment bien en entreprise. Et c'est à la suite qu'il y a un professeur qui m'avait parlé d'une offre de thèse, c'est-à-dire qu'au Maroc, voilà, d'un projet de thèse au Maroc. Et c'est comme ça que j'ai postulé. Et par la grâce de Dieu, j'ai été retenu dans la spécialité sciences et ingénierie des matériaux, dans le même domaine, voilà, mais plus particulièrement dans le domaine des polymères. Voilà, donc je peux dire c'est ainsi résumer mon parcours de thèse. Aujourd'hui, je suis en fin de cycle. Voilà. J'ai beaucoup apprécié quand tu m'as dit qu'il y a docteur, parce que je suis déjà en fin de cycle. Voilà. Donc, on va essayer un peu résumer mon parcours. Intéressant. C'est un parcours assez inspirant. Le début qui est marqué par un semblant d'échec d'une certaine manière, et après on voit que le destin ou Dieu te redirigeait exactement vers ce domaine des sciences des matériaux, voilà, dans le domaine des sciences des matériaux actuellement, en train de faire la recherche. Et ce détail de genre, tu trouvais que le monde industriel c'était juste de la routine. Il y a peut-être certainement d'autres personnes qui ne partageront pas ce bien sûr. Parce qu'il y en a qui sont intéressés par l'argent. Bien sûr, bien sûr. Alors, ça, c'est relatif. Mais c'est un parcours assez intéressant quand même. Et, voilà. Et bon, si je peux ajouter quelque chose, en fait, en plus de cela, moi, j'aimais beaucoup l'enseignement. Okay. Parce que depuis la fac, je donnais des cours de renforcement. Voilà, ce sont des choses qui, pour moi, m'impressionnaient beaucoup parce que j'estimais que le savoir, c'était sacerdoce.
Le savoir, c'est un sacerdoce. Et partager le savoir à une personne. Et lorsque cette personne acquiert ce savoir-là, tu ne peux plus reprendre ça de cette personne. Et grâce à ce savoir-là, cette personne devient un être accompli. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a toujours été vraiment un label pour moi, quelque chose de grand et de merveilleux, partager le savoir. On va dire quelque chose d'intéressant, le partage du savoir qui est peut-être l'un de ce qui t'a motivé à aller dans le monde de la recherche. Parce que la recherche, c'est la production de la connaissance. Et justement, c'est pour ça qu'on est là cet après-midi. Il y a quelques gens qui sont sur la table. Peut-être les gens se demandent pourquoi il y a des petites boîtes sur la table. À quoi ça sert? Est-ce que c'est des médicaments? Bon, on aura dans la suite le temps de découvrir de quoi il s'agit concrètement. Vous l'aurez défini, c'est des matériaux, des choses sur lesquelles un docteur Vincent il travaille. Bon, là, on va peut-être entrer directement dans le vif du sujet. Sciences des matériaux, ingénierie et sciences des matériaux. Genre, en quoi consiste concrètement ton travail? Et genre, on parle de matériaux locaux dans notre terme. Genre, on parle de quoi exactement? C'est quoi matériaux déjà? Pour les personnes qui peut-être ne sont pas du domaine, tu me donnes une petite définition de c'est quoi matériaux déjà? En quoi est-ce que ça consiste les matériaux locaux? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ok, bon, déjà, parler de matériaux, pour moi, c'est parler de la vie. Voilà, parler de la vie, parler des différents constituants qui nous entourent, tous ces éléments, ces objets que nous touchons. Et tout ce que nous avons, ce sont des matériaux. Et après, les matériaux, ils seront placés en plusieurs types de familles. Voilà, ils seront placés en plusieurs types de familles. On va vous parler, c'est-à-dire des polymères. On va vous parler des métaux. On va vous parler, c'est-à-dire des céramiques. On va vous parler des verres. Donc, c'est toute une grande famille quand on parle de matériaux. Voilà, c'est toute une grande famille. Et moi, particulièrement, je travaille sur le polymère. Donc, maintenant, pour chuter au niveau de mon sujet de thèse, je vais essayer un peu de clarifier un peu certaines choses. C'est-à-dire que moi, je travaille sur le développement de matériaux intelligents à base des nanoparticules de carbone pour la remédiation environnementale. Bon. Le terme intelligent, peut-être tu vas nous l'expliquer. Bien sûr. C'est vrai, c'est un peu technique. Je pense que pour des gens qui sont un peu profanes dans la matière, ils vont se dire, mais docteur Vincent, il nous vient encore avec des choses très compliquées. Non. Aujourd'hui, on parle beaucoup des matériaux émergents, des matériaux intelligents. Mais pourquoi on dit des matériaux intelligents? Plus particulièrement, je travaille sur un matériau, je développe un matériau qui, lorsque ce matériau-là, je le soumets à une charge mécanique, il me donne comme réponse une réponse électrique. C'est-à-dire que ce matériau-là, je lui communique une charge mécanique et comme réponse, il me donne une réponse électrique. Et c'est ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Le côté électrique, c'est lié à l'énergie? Le côté, il est plus lié à l'électricité. Voilà, il est plus lié à l'électricité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet piézoélectrique. Donc, aujourd'hui, quand on parle des matériaux intelligents, on va te parler des matériaux qui sont des matériaux piézoélectriques. On va vous parler également des matériaux à mémoire de forme. C'est-à-dire qu'un matériau, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu lui communiques une charge mécanique, il garde en mémoire. C'est-à-dire que la charge que tu lui as communiquée, et par la suite, quand tu vas lui communiquer une charge, il va te transmettre à partir des données que tu vas recueillir. Il va te dire qu'en réalité, à telle période, voici ce à quoi tu m'avais soumis. Donc, c'est un peu sur ça que je travaille. Et quand je parle de remédiation environnementale, c'est plus au niveau de tout ce qui est traitement des eaux usées. Nous savons très bien que nous sommes en Afrique et nous avons un problème, un sérieux problème de tout ce qui est waste treatment, donc tout ce qui est traitement des eaux usées. Voilà, on a beaucoup d'eau usée, aujourd'hui on a des résidus pharmaceutiques qui sont jetés dans nos lagunes et tout ça. Donc, comment traiter ces eaux-là? Donc, moi, mon objectif dans ma thèse, c'est de développer ces matériaux-là qui auront tendance, c'est-à-dire à pouvoir absorber tous ces polluants-là et ces contaminants-là pour que lorsqu'ils finissent d'absorber, on puisse avoir de l'eau traitée et ou bien ces eaux-là puissent être générées dans l'environnement. Okay. Maintenant, quand sur les décois est planté,
on parle maintenant des matériaux locaux. Au sein de notre laboratoire, chaque laboratoire dans tout le monde entier a une philosophie. Et la philosophie est propulsée par, on peut dire, le directeur ou le responsable de ce centre. Mon directeur, il me disait une fois, comme ça, que nous, dans le domaine de la recherche, il y a une base de données qu'on appelle Scopus. Scopus, c'est là-bas que vous allez voir les publications de HNS, de tous les chercheurs. Si vous partez Scopus, tous chercheurs, vous allez le retrouver sur Scopus, qui publie dans des journaux qui ont des impacts très élevés. Scopus, peut-être ceux qui sont avec nous, qui sont intéressés par le monde de la recherche, comment on écrit? S-C-O-P-U-S. Voilà, scopus.com. Lorsque vous tapez, vous allez voir, vous cherchez les noms. Pour un chercheur, vous allez voir automatiquement, peu importe il vient de quelle nationalité, son pays. Voilà, c'est une grande base de données. Et Scopus fait sortir chaque année les 2% des chercheurs les plus influents au monde. Et il y a une année, mon directeur, quand je venais d'arriver, c'était sa première fois de faire partie de ces 2% des chercheurs les plus influents au monde. Et vraiment, on était tous contents au laboratoire, on le félicitait. Mais lui, il était triste. Il était triste, mais après, je le vois dire, mais professeur, mais c'est un exploit, c'est un rêve pour moi de faire partie un jour de ces 2%, de voir qu'un EBA, voilà, issu d'une famille modeste, fait partie de ces 2% des chercheurs. Il me dit, c'est vrai. Mais il dit, mais la question que je me pose, est-ce que mes travaux de recherche arrivent à impacter le peuple marocain? Est-ce que ces travaux-là, malgré que je fais partie de ces 2% des chercheurs, qu'est-ce que j'ai pu mettre en exergue? Qu'est-ce que j'ai pu apporter au travers de mes recherches? C'est-à-dire que à ceux qui sont autour de moi, même à ma famille, pour que ma famille puisse dire, cette recherche-là est issue vraiment des travaux de notre enfant. Donc en ce moment, c'est là qu'il s'est posé des questions. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Nous en Afrique, on a des richesses énormes, des ressources énormes qu'il faut valoriser. Et c'est quand on parle de sélection, on va parler des matériaux locaux. C'est vrai, le thème, on parle des matériaux locaux, mais moi je vais plus parler des déchets issus des matériaux locaux. Parce qu'aujourd'hui, on a plein de déchets. Et nous, au sein de notre laboratoire, on a l'habitude de dire que nos déchets sont nos richesses. Nos déchets sont nos richesses. Et je pense que c'est beaucoup à ça que l'Afrique doit penser. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à opter pour la valorisation des déchets agricoles. Et vu que notre pays, mon pays, la Côte d'Ivoire, et les pays subsahariens, nous avons plein de forêts, au lieu de faire la déforestation et tout ça, pourquoi ne pas utiliser ces déchets-là et de leur apporter une valeur ajoutée en leur donnant une seconde vie, et pour que ces matériaux-là puissent être une plus-value dans notre société et à l'international. Intéressant. On a compris un peu le côté de matériaux intelligents d'une certaine manière, et aussi le fait qu'on parle de matériaux locaux, mais c'est beaucoup plus déchets locaux. Et en termes concrets, on a quelques échantillons sur la table là, et après échange avec toi, il y en a qui sont issus de la peau de banane planteur. Pour ceux avec nous qui ne connaissent pas, c'est un dérivé de banane, parce que c'est dérivé, ils sont de la même famille d'une certaine manière quand même. Il y a la peau de manioc qui est là aussi, qui a été transformée en matériau ici. Le manioc, c'est une tubercule. Et je pense qu'en Afrique, surtout subsaharienne, on consomme beaucoup ces produits-là. Et enfin, moi, ça m'impressionne de manière, parce que on en fait la consommation d'une manière journalière dans nos cultures subsahariennes surtout. Et les déchets, comme tu le dis, on le jette à la poubelle. Parce que, genre, c'est les déchets, on va faire quoi avec? Mais là, au travers de tes travaux, on se rend compte qu'il y a une certaine utilisation de ce déchet-là. Donc, tu vas nous présenter un peu, peut-être à partir de l'échantillon qu'on a ici, ceci c'est quoi, et c'est le procédé pour pouvoir l'obtenir, où est-ce que à quoi ça peut servir en fait, et c'est quoi ses avantages, peut-être comparé aux autres déjà matériaux qui sont sur le marché. Et un autre point que j'aimerais soulever avant qu'on continue, j'avais donné l'exemple de ton directeur de thèse qui était apparu dans les deux premiers là, mais qui n'était pas content parce que
on veut l'impact en fait. C'est pas juste produire la connaissance, avoir des articles à son actif, mais l'impact concret, la recherche appliquée. Et c'est un peu ce qu'on essaie de promouvoir ici en art. Comment est-ce que ces travaux-là peuvent être liés en fait au développement de nos pays, donc, concrètement. Du coup, là, on a quelque chose que j'aimerais qu'on ensemble d'une manière. Bien sûr. Alors, tu nous en dis plus à quoi ça sert, comment on l'obtient, à quoi ça peut servir. Du coup, ceux qui sont avec nous connectés, ils peuvent savoir que les déchets qu'ils produisent peuvent être réutilisés de manière efficiente. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilfried. Comme tu l'as si bien dit, bon, j'ai un peu de table un peu garnie. Je pense pas que j'espère qu'il aura assez de temps pour que je puisse parler un peu de ces matériaux-là et par la suite peut-être répondre aux questions des internautes. Bon, comme tu l'as dit, ici, on a, c'est-à-dire que la peau, voilà, la peau du tubercule du manioc. Voilà, voilà, excusez-moi, j'ai dû un peu serrer ça. Voilà, ça c'est la peau du tubercule du manioc. Ceux qui sont en Afrique subsaharienne, ils savent de quoi il s'agit. Voilà, c'est la peau du tubercule du manioc. C'est-à-dire qu'après qu'on obtient on récupère le tubercule, bon après on produit beaucoup de choses avec, hein, parce que le manioc est issu de l'amidon. Voilà, les Ivoiriens utilisent pour manger ce qu'on appelle la tiquée et tout ça. Voilà. Et lorsque nos parents finissent d'utiliser, ils ont tendance à jeter cette peau-là. Parce que pour eux, cette peau-là, voilà, c'est du déchet. Et souvent, ces déchets-là sont donnés aux animaux pour leur nutrition. Ou bien ces déchets-là sont incinérés. Voilà, et ils sont brûlés. Et lorsqu'ils sont brûlés, après, ils deviennent du biochar qui sont régénérés de l'atmosphère, de la fumée, et qui ont un impact sur la couche d'ozone. Alors nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Voilà, avec nos modestes recherches, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas apporter, c'est-à-dire une plus-value à ce déchet-là? Donc c'est en ce sens-là qu'on m'a apporté ces déchets du pays, parce qu'il n'y a pas ça ici en Côte d'Ivoire. Et au Maroc, voilà, au Maroc, donc on m'a apporté ça du pays. Et la première des choses, nous, quand on nous apporte un matériau, c'est la caractérisation. C'est-à-dire qu'on va essayer de connaître les constitutions de ce matériau. Quelles sont ces constitutions? Donc la première des choses, c'est ce qu'on a fait. Et après avoir obtenu ces constitutions, on avait constaté qu'il était constitué de la cellulose. La cellulose, c'est un biopolymère. Voilà, peut-être je vais revenir expliquer c'est quoi un polymère et quoi que ce soit. C'est un biopolymère. Après, on a vu qu'il était constitué de l'hémicellulose, il était constitué de la lignine et il était constitué des résidus d'amidon. Ok, on s'est dit, ok, s'il est constitué en grand pourcentage de cellulose, ça veut dire qu'à partir de ce déchet-là, on peut produire du papier. Okay. Parce que de façon générale, c'est-à-dire qu'on produit du papier avec du bois. Et on fait la déforestation. Pourquoi produire du papier? Et vu que le papier il est constitué en grande partie de la cellulose, on s'est dit, mais bon, quand on a déterminé les constitutions de ces matériaux, on peut obtenir du papier à partir de ce déchet. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un traitement calé. À la suite d'un traitement calé, on fait un blanchiment. C'est un peu ça la particularité, nous, dans notre domaine, en plus d'être des physiciens, nous sommes des chimistes. C'est-à-dire qu'on a cette capacité-là, voilà, d'aller même dans la biologie. Voilà. Et c'est ça aussi un chercheur. Dans notre domaine, on nous appelle beaucoup les généralistes. On a cette possibilité d'aller en biologie, en chimie, en physique. Donc après traitement et blanchiment, on va faire ce qu'on appelle l'hydrolyse et on va extraire ici les nanocelluloses qui nous permettent d'obtenir du papier. C'est issu en fait de la peau la peau de manioc. La peau de manioc qui nous permet d'obtenir ça. Par la suite, on s'est dit, bon, c'est vrai, on a des pourcentages de la peau de manioc qui sont là, on a la cellulose. Après, on a les résidus de l'amidon. Les résidus d'amidon qui sont aux alentours lorsqu'on voit de 26%. On s'est dit, ok, l'amidon c'est un biopolymère. C'est un biopolymère thermoplastique. Donc, ça veut dire qu'on peut produire du plastique qui seront constitués comme emballage alimentaire à partir de cet amidon. Okay. Donc, par la suite, on fait un traitement. On fait tout un traitement, un processus. Voilà, comme je t'ai dit, peut-être après, on aura du temps
d'avoir un autre épisode où je vais détailler en long et en large le procès, même s'il y a certains éléments donc, où je ne pourrais pas en dire plus. Voilà. Après, on s'est dit, bon, on pouvait même utiliser juste même la peau du banane pour tout ce qui est isolation. Produire des panneaux, juste de manioc, pas aller jusqu'à l'échelle nano, mais juste de façon macro, on peut produire des panneaux d'isolation avec ces déchets-là. Sonore, sonore et acoustique. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait au sein de lorsqu'on produit un matériau, on fait toutes sortes de caractérisations. On va faire des caractérisations mécaniques, des caractérisations acoustiques, tout ce qui est isolation sonore, tout ce qui est rhéologie. Parce qu'on s'est dit que dès lors qu'on a les informations sur ses propriétés, automatiquement ce matériau, on peut l'utiliser pour telle application. Voilà. Et par la suite, c'est vrai, après, lorsqu'on doit le dupliquer, c'est-à-dire qu'à grande échelle, il y a toute une histoire de normes. C'est pourquoi toutes nos machines répondent aux normes internationales. Pour les certifier, pour que lorsqu'on veut mettre ce produit sur le marché, lorsqu'on donne des informations concernant les propriétés de ce matériau, on nous dit oui, ce matériau peut être mis sur le marché. Donc voici un peu, voilà, de façon un peu résumée, les différentes pistes de voie. Il y en a plusieurs, les différentes pistes de voie qu'on peut faire avec les déchets de manioc. Assez intéressant, de cette manière où un citoyen, une personne lambda en Afrique subsaharienne qui a du manioc, on en voit presque chaque jour. Bien sûr. Le manioc, lorsqu'on voit le manioc, ce qu'on voit pas, c'est la nourriture. Et on ne voit pas forcément la peau. Peut-être il y a d'autres utilisations pour la peau, le côté traditionnel. Mais on voit ce qui est à l'intérieur, nous, ce qu'on va manger, la consommation, on est beaucoup plus orienté consommation. Mais l'idée de recherche derrière, au travers de la recherche, on a pu découvrir en fait que la peau contient la cellulose, comme tu dis. Et cellulose, ça peut permettre à la fabrication du papier. En fait, c'est ce que la recherche fait, c'est cette valeur d'une certaine manière qu'on essaie de promouvoir au sein de l'Africa Research Center. Et au travers de la recherche, on peut découvrir les potentiels en fait que dans notre continent africain. Donc c'est assez intéressant. Tu as parlé aussi de emballage plastique à partir de ça. On sait très bien qu'il y a ce problème actuel de la pollution à partir des plastiques qu'on a qui ne sont pas dégradables. Et il y a cette tendance vers l'utilisation des matériaux biodégradables. Donc c'est une piste. Et on se rend compte que l'Afrique a tellement de potentiel en ce qui concerne ces secteurs-là, ces secteurs de bio, tout ce qui va avec là. Donc c'est intéressant. Et il y a la partie de banane plantain qui est là. Exactement. Plantain pour nous, c'est à loco. Bien sûr, ok, exactement. Désolé, parce qu'au niveau de la banane plantain, parce qu'on ne m'avait pas apporté beaucoup de déchets. Okay. Voilà, parce que quand on m'a apporté cela, c'était en petite quantité. Donc, la première des choses qu'on avait eu à faire, c'était de produire des matériaux composites. Quand on parle de matériaux composites, c'est-à-dire que c'est un matériau qui est composé d'une matrice et d'un renfort. Voilà, c'est-à-dire que ces deux matériaux qu'on va mettre ensemble, qui vont nous donner des propriétés, c'est-à-dire supérieures à leurs propriétés lorsqu'ils sont pris séparément. Voilà, donc aujourd'hui, on nous parle de tout ce qui est au niveau dans le domaine de l'aéronautique. Aujourd'hui, les gens parlent des fibres de verre, des fibres de carbone. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont très coûteuses. Fibres de verre, fibres de carbone. Pourquoi? Parce que les fibres de verre, les fibres de carbone, ils ont des propriétés mécaniques plus particulièrement, c'est-à-dire que le module d'ion est extrêmement élevé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de nos matériaux locaux, c'est-à-dire qu'on va essayer d'incorporer, c'est-à-dire que des charges, des charges ou bien des particules qui auront tendance à améliorer les propriétés mécaniques de notre composite. Donc, la première idée, c'était d'incorporer la peau de banane dans du plastique pour obtenir un matériau qui a une valeur ajoutée. Et ce matériau-là, on peut le produire pour tout ce qui est les différents outils d'automobile, également que pour les chaises, les tables et tout ça. Okay. Il y a ce secteur d'automobile, chaises, tables, il y a le côté automobile concrètement. Ok, le côté automobile. Si tu vois bien dans les voitures, au niveau de l'airbag,
Au niveau de l'airbag, il y a toujours un tout plastique comme est là. Voilà, donc lui, c'est-à-dire qu'il a ce qu'on appelle, il a un facteur d'amortissement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un test qu'on étudie, on appelle ça le facteur d'amortissement. C'est à partir de ce qu'on appelle les propriétés dynamiques. Voilà, les propriétés dynamiques du matériau, il va nous donner l'information sur la capacité de stockage du matériau. Il va donner la capacité du matériau à dissiper de l'énergie. Et le dernier paramètre, c'est son facteur d'amortissement. Donc nous, on fait ce test-là. Et quand on voit que vraiment il y a un facteur d'amortissement très élevé, automatiquement on lui dit ok, ce matériau-là, c'est-à-dire que ça c'est juste l'échantillonnage qui nous permet de dire qu'il peut être utilisé dans telle application, telle application, telle application. Intéressant. Bon. Et le côté immobilier dont tu as parlé pour les chaises. Ok, exactement. Tout ça, Exactement. cette application qui est là. Donc, on sort de secteur déjà, l'automobile. Et lorsqu'on parle d'automobile, bah, c'est que l'application peut être dans d'autres domaines électroniques. Bien sûr, l'électronique, exactement. Et il y a un détail peut-être que j'aimerais mentionner. Genre, si on prend l'histoire, c'est vrai que côté recherche, tout ce qui va avec l'histoire est beaucoup plus avancé sur nous d'une certaine manière. Mais il y a cette chose-là qu'on doit comprendre, en fait, c'est que chaque civilisation fait ses recherches ou fait ses innovations basées sur les ressources qu'ils ont à leur disposition. Du coup, en fait, les Occidentaux, ils ont leur innovation, tout ça basé sur les ressources qu'ils ont. Et nous, en tant que subsahariens ou africains généralement, bah, on a nos ressources. Il faut qu'on apprenne à connaître déjà ces ressources-là, à pouvoir connaître les applications, différentes applications qui peuvent en être issues. C'est sa valorisation, l'évaluation de ces ressources pour produire ces choses-là dont on est en train de parler, pas forcément copier l'autre modèle, parce qu'on a des réalités totalement différentes. Exactement. Côté météo, tout ce qui va avec. Donc, c'est très important de ce qu'on est en train de faire en France, la promotion de la recherche, de l'innovation basée sur nos ressources locales. Bon, je te laisse là. Ok, merci beaucoup. Je voudrais présenter, c'est-à-dire que ce travail-là qui a fait l'objet d'un brevet. C'est-à-dire c'est un brevet d'invention qu'on a pu obtenir. Bon, aujourd'hui j'ai 2 brevets d'invention, c'est-à-dire que dans ma judiciaire, comme on peut le dire. Okay. Voilà. Et bien sûr, voilà. J'ai 2 brevets d'invention. Le premier brevet, c'était la production des panneaux à particules à partir du polyisopropyl. Le polyisopropyl, c'est du caoutchouc naturel. Voilà, c'est du caoutchouc naturel. Et cela avait été apporté de mon pays, parce que la Côte d'Ivoire est le premier producteur de l'EVA en Afrique. Donc, on m'avait apporté, c'est-à-dire que de l'EVA. Et moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, je vais fabriquer, je vais développer, c'est-à-dire des panneaux à partir de l'EVA de lequel on extrait du latex. Le latex est un liquide blanc et on extrait du latex après de là. Et j'ai développé ce matériau-là qui permet à tout ce qui est isolation sonore, tout ce qui est propriété acoustique et tout ça. Donc ça fait de cela l'objet d'un brevet. Le deuxième, ce sont des billes en cellulose. Okay. Oui, bon, c'est un peu mouillé, mais tu vois que quand tu remarques bien, c'est une forme circulaire. Voilà, c'est des formes circulaires. Ce sont des billes en cellulose. C'est de la paille qu'on nous a donné. Le cellulose. Exactement, bien du papier là. Mais c'est de la paille. Et nous, qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté comme ça que après, notre objectif c'était de récupérer la cellulose pour produire du papier. Okay. Et lorsqu'on avait récupéré la cellulose, on avait remarqué qu'il y avait des sortes de billes qui se formaient, de forme circulaire. Okay. Et c'est comme ça que les brevets viennent. Les brevets, c'est pas une imagination. C'est suite il y a un événement, un phénomène quelque chose d'autre à ce à quoi tu t'attendais qui se produit, et tu dis, mais d'où ça vient ça? Et c'est comme ça qu'on a eu des billes en forme cellulose. Et juste informer que dans le monde, nous sommes les seuls à produire ces billes en cellulose. Ce qui a fait qui fait aujourd'hui de plusieurs publications. Mais la question va se poser, mais ces billes en cellulose servent à quoi? Oui, c'est vrai, ils ont des formes cylindriques et tout ça. Mais ces billes en cellulose, qu'est-ce qu'ils ont fait? On essaie de tester leur pouvoir d'absorption. C'est-à-dire qu'on a pris des polluants, des contaminants, on essaie de voir quelle est sa capacité à absorber ces polluants. Et on avait remarqué que lorsqu'on utilisait des contaminants, ils pouvaient absorber jusqu'à 97 voire 98%.
Donc, c'est-à-dire que ces billes en cellulose peuvent être utilisées comme des supports pour pouvoir absorber tout ce qui est contaminant qui se trouvant dans l'eau. Alors là, on est en train d'entrer dans le traitement des eaux usées. Et bien sûr, c'est pourquoi je dis nous, on exporte plusieurs types d'applications. C'est-à-dire que on exporte différents types d'applications. Et à partir de là, je pense que comme il est un peu humide, voilà, parce que j'avais mis dans de l'eau pour qu'on puisse voir bien les différentes formes sidérées. Donc voici, par exemple, on avait pris un contaminant. Lorsqu'on a mis voici le contaminant qui est là. Le contaminant, peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, tu peux me dire. Bon, par exemple, ça c'est le blé de méthylène. C'est un colorant, c'est un colorant standard connu, mais qui a de grosses molécules. Et lui, il est comparable à des polluants industriels. Par exemple, lorsque les industries travaillent, ils rejettent. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu, on a pris ce temps, on a essayé. Vous voyez que ces billes-là, qu'est-ce que les billes ont fait? Genre, ils ont un peu absorbé. Voilà, tu vois. Un peu le liquide qui est là et de l'eau. Est-ce que tu vois? Ouais. Voilà. Maintenant, après, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que cette eau est complètement traitée. Voilà, pas que ça veut dire que cette eau est consommable. Mais on peut l'utiliser, par exemple, pour tout ce qui est arrosage. Alors, parce qu'aujourd'hui, on est en pénurie d'eau. Au lieu de récupérer de l'eau, voilà, on peut l'utiliser pour l'arrosage. On peut l'utiliser même pour, lorsqu'on part dans les toilettes, tous ces éléments. Donc, on peut les réutiliser d'une autre manière. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on avait travaillé avec ça. Du coup, pour ceux qui sont dans le domaine du traitement d'eau usée, il y a des pistes qui sont là. Exactement. Et par la suite, on m'avait ramené de la balle de riz. La balle de riz où on appelle les glumes de riz. Les glumes de riz, ça veut dire que lorsque on veut obtenir du riz, ça veut dire qu'on fait l'abattage. Et tout ce qui sort, voilà, les glumes. Nos parents ont l'habitude de brûler. Ils ont l'habitude de les jeter. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec. Mais voici des panneaux très rigides. Je confirme que c'est très solide. C'est-à-dire que j'aurais bien voulu que les gens soient là pour le voir, mais les trucs sont rigides. Et ça peut servir à la construction. À la construction. Parce qu'aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pourquoi on mise beaucoup dans le domaine de la construction. Voilà. Et je pense qu'il y a une utilisation pour des briques en fait. Bien sûr, voilà, pour des briques. Ça veut dire que ce sont des tuiles. Ce sont des tuiles. Actuellement, on a fait d'opter pour cela, les tuiles pour les toits. Maintenant, la particularité de ces panneaux-là, parce que les fibres, parce que ils sont construits de fibres, et les fibres, ce sont des matériaux hydrophiles. Quand on parle de matériaux hydrophiles, ce sont des matériaux qui ont cette capacité d'absorber de l'eau. Voilà. Mais nous, on a fait ce qu'on appelle un traitement de surface. À la suite d'un traitement de surface, on va lui rendre hydrophore. C'est-à-dire qu'il aura cette capacité-là de pouvoir rejeter de l'eau. C'est-à-dire qu'on peut faire la toiture avec. Exactement. C'est pourquoi on va l'utiliser pour des tuiles. Par exemple, je ne sais pas si dans nos villages, moi je me souviens très bien, quand je partais au village tout petit, il y avait de la paille qu'on mettait sur les toits de nos maisons avant que nos parents aient de l'argent pour construire tout ça. Mais au fil des années, parce que la paille là va absorber de l'eau, et tout d'un coup, il y a de l'eau qui va se retrouver dans la maison. Mais nous, après le traitement de surface, ces tuiles-là deviennent hydrophones. Et tout d'un coup, au lieu d'aller récupérer des briques, à l'arc et tout ça, voici des déchets écologiques qui peuvent apporter vraiment une grande valeur. Il y a la sorte sur l'écologie ici. Donc, je rappelle à nos internautes qu'il nous reste 15 minutes malheureusement. Je rappelle à nos internautes que vous avez vous pouvez poser vos questions sur le chat. Si vous avez des commentaires, des ajouts, des questions sur le chat, on se fera un plaisir de pouvoir. S'il te plaît, je peux déjà présenter un dernier matériau. Oui, bien sûr. Rapidement, je sais que le temps court contre nous. Et ça, c'est du noix de cajou. Okay. Là, on a parlé de manioc, voilà. De banane, de riz, et là, on est sur noix de cajou. Ce sont des choses que tu aimes. Voilà, le noix de cajou, voilà. C'est le noix de cajou, je pense que les gens connaissent le noix de cajou. Voilà. Et bon, après avoir récupéré, je ne sais pas si on dit le noix ou la noix, je ne sais pas. Voilà, excusez-moi. Après avoir récupéré le noix ou la noix, on jette la carapace. On jette la carapace. Bon, nous, on a récupéré cela. Et j'étais avec ma collègue au laboratoire. Mon professeur m'a demandé de les sécher. Parce qu'on nous avait apporté cela. Donc le professeur a dit qu'il faut les sécher. Et par la suite, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire.
Après séchage, on avait séché ça aux alentours de 100 degrés à l'étuvage. Et on avait remarqué qu'il y avait comme si de l'huile qui sortait. Comme de l'huile. On s'est dit, bon, cette huile-là, ça vient d'où? Comme nous sommes des chercheurs, on s'est dit, bon, il faut qu'on essaie de trouver les constituants de cette huile. Et après avoir vu les constituants, on avait constaté que cette huile-là pouvait être comme de la résine. C'est-à-dire la résine est toute comme une colle. Comme une colle et tout ça. Et on l'a traité. Et après traitement, excusez-moi, il est où? Après traitement, voici comment il devient. Voilà, il devient gluant comme du gel. Voilà, c'est de la résine qu'on l'utilise comme de la colle. Donc, c'est-à-dire que. Exactement. Donc, à base de l'acajou, on extrait de l'huile et par la suite, on produit, c'est-à-dire que de la colle avec ça. Bon, pour ceux qui n'ont pas de vue, ça c'est l'acajou. Et là, c'est ce qu'on a obtenu à partir de ça. C'est comme du gel en fait. Je suis confiant. C'est de la, mais il faut se dire c'est de la carapace. Parce que quand tu as des cajou, peut-être que c'est ce qu'ils mangent, non pas ce qu'ils mangent. C'est la carapace, non, c'est le déchet. C'est le déchet, je crois que j'ai plus dit les déchets des matériaux locaux. Voilà. Et d'une certaine manière, c'est quoi les applications? Exactement, ça veut dire que la colle, on l'utilise comme la colle. Voilà la colle, ça veut dire que lorsque tu veux mettre, par exemple, tu as un produit que tu veux mettre un revêtement, voilà, tu la mets juste et elle permet de coller. Ou bien par exemple, ça on utilise de la résine pour pouvoir produire la résine. Et cette résine, on l'utilise en petite quantité, mais c'est la résine industrielle qu'on appelle l'époxy. Voilà. Et l'époxy qui provient du pétrole. Mais à partir ici, ça c'est ce qu'on appelle la biorésine. C'est-à-dire qu'on obtient d'un biopolymère, c'est des matériaux naturels. Donc à partir de là, on peut produire de la résine qui va nous permettre de produire ce panneau. Intéressant. Je vois déjà le côté entrepreneurial de la chose. J'imagine les partenariats avec des entreprises qui sont dans le recyclage, avec votre laboratoire par exemple, du côté de la vente de ces produits-là pour leur application, des partenariats avec des entreprises qui sont dans l'automobile, des entreprises qui sont dans la construction, genre assez de partenariats qui peuvent émerger de ces travaux-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire d'une certaine manière. C'est pas juste ce côté de produire la connaissance, mais la connaissance applicable. Parce qu'une connaissance qui n'est pas applicable, bon, d'accord. Il faut que ce soit applicable, propre à nos réalités. Peut-être deux choses, si nos internautes n'ont pas de questions. Je vois quelque chose qui ressemble à du pavé, là, et quelque chose ici qui est un peu comme du tissu. Exactement. Tu peux nous en dire plus? Merci beaucoup, parce que je me disais, comme le temps nous est imparti, c'est pour ça. Bon, ça c'est, je pense bien que c'est un peu connu. Ouais, ça c'est un peu connu. Mais c'était notre premier test. Voilà, le premier test est un peu connu. Ce sont des pavés. Ce sont des pavés qui sont à base des déchets de pneumatiques. Voilà, les pneus de voiture. Qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on récupère les pneus, on va extraire ce qu'on appelle la gomme, la bande de roulement. Parce que le pneu il est conçu de plusieurs éléments, tels que le caoutchouc naturel, le caoutchouc synthétique, les fibres textiles, les fibres d'acier et les additifs, les pigments qu'on appelle le noir de carbone qui donne la couleur noire au pneu. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste extraire la gomme, on va faire ce qu'on appelle le discretage et la phase de séparation. On va séparer tout ce qui est les fibres d'acier, les fibres textiles et on récupère la gomme. Par la suite, on va procéder au broyage. Et le broyage, il y a ce qu'on appelle le broyage fibreux, c'est-à-dire que les bras en termes de fibres, j'ai oublié de ramener ce type-là. Voilà. Tu vois, si tu remarques bien, tu vois que la texture de celui-là est différente de celui-ci. Voilà, on procède à différents types de broyage. C'est-à-dire que les broyages sous forme fibreuse et les broyages sous forme particulière ou granulaire. Donc à partir de là, on produit ce panneau-là. Tu vois qu'il est amortissant. Voilà, il est amortissant. Et lui, je pense bien qu'aujourd'hui, il a été beaucoup utilisé dans tout ce qui est aire de jeu et il a été mis sur terrain. Ce travail a été d'amener sur terrain avec l'OCP et l'UM6P. On a dupliqué ça à plusieurs reprises. Donc c'est un peu ça.
Et enfin, ça ce sont des déchets de textile. Vous savez, lorsqu'on part chez le couturier, il nous fait des habits. Chez nos pays, tu vas chez le couturier, tu vois qu'il y a des déchets là, des textiles qui sont par terre, ils prennent, on jette, voilà. Exactement, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Nous, on les a ramenés. On a fait la débriefalisation. Excusez-moi. Voilà. C'est-à-dire qu'on a récupéré juste les fils. Et on a dit, bon, pourquoi on ne va pas produire de l'isolation avec ça? Isolation, voilà. Thermique, acoustique. Tout, thermique, chaque fois qu'on produit un matériau, surtout dans tout ce qui est panneau, on aura tendance à faire caractériser les produits thermiques, isolation thermique et acoustique. Voilà. Maintenant, après, ça va dépendre de là où on va l'utiliser. Si tu m'as bien, touche les deux. Plus soft. Exactement. Donc, ça veut dire que ça dépend de là où on va l'utiliser. Si on va l'utiliser pour les faux plafonds. Et en fait, c'est le procédé qui fait que l'on peut. Bien sûr, voilà, exactement. C'est pas vraiment, j'aurais bien voulu une prochaine fois. Tu auras le temps de venir. Peut-être que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Tu auras le temps de venir au laboratoire. C'est vrai que je ne vais pas rentrer en détail, voilà, de tout le process, mais donner de façon résumée un peu comment on obtient ces différents matériaux. Du coup, vos vieux habits, ou si vous avez des amis qui sont dans le domaine de la couture, ça, il faut que vous sachiez qu'il y a des applications après l'utilisation pour ces vieux habits-là, leur cycle de vie, penser recyclage de ces vieux habits-là. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel assez intéressant. Parce que là, on est en train de parler de choses concrètes, ce n'est pas des choses assez éloignées de nous. On parle de manioc, on parle de riz, on parle d'acajou, on parle de la banane plantaine. Genre, ce sont des choses. Il y a même plusieurs, tels que les fibres de coco. Ouais, il y a la carbosse de cacao. Il y en a. Par exemple, le cas de la Côte d'Ivoire. Exactement. Premier producteur de cacao au monde. La carbosse, qu'est-ce qu'on en fait? Vraiment, je ne vais pas dire, je ne dirai pas plus, mais on a des choses qui se préparent avec ça. Intéressant. J'espère que ceux qui sont du monde de l'industrie avec nous, l'idée aussi c'est de générer des idées d'entrepreneuriat, des idées industrielles, des innovations dans la suite. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter dans la suite si vous avez des idées de partenariat que vous voulez proposer à notre producteur. Ensemble, on se fera un plaisir de faire la mise en connexion entre nous. C'est assez intéressant toutes ces présentations-là. Je rappelle encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez les écrire sur le chat ou vous pouvez lever la main, on va vous donner la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, il nous reste 7 minutes, malheureusement, mais peut-être on va poser quelques questions générales. Est-ce que vous avez eu à travailler en fait avec des artisans, des communautés ou entreprises locales, puisqu'on parle de ces partenariats-là? Genre, peut-être pas forcément entrer dans les détails et citer des noms, mais genre, est-ce qu'il y a ce type de partenariats qui sont là où je sais pas moi, un agriculteur par exemple qui a ces types de déchets-là, a ce partenariat avec vous pour la valorisation des déchets qui proviendront de son champ. Bon, pour être honnête avec vous, voilà, comme j'ai dit, moi, je suis de nationalité ivoirienne, je fais ma thèse au Maroc. Donc tout d'un coup, c'est moi-même, parce que vu que j'ai fait tout mon cursus au pays, je connais à peu près un peu différents déchets agricoles qui surtout de mon pays. Quand c'est comme ça, je sollicite souvent soit un professeur qui vient du pays, qui me rappelle des produits, ou bien soit, ça veut dire que même les membres de ma famille, peut-être que ma grande soeur, je lui dis, essaie de me ramener certains déchets. Mais pour proprement dire que travailler avec, c'est-à-dire qu'une entreprise, mais on avait travaillé une entreprise ici au Maroc, et ils nous avaient ramené des palmiers de dattier, les palmiers, des fibres de palmier. Ça veut dire qu'on avait travaillé pour produire des palmiers. Mais est-ce que cette collaboration, elle n'est pas contre notre politique? C'est faisable. C'est faisable. Si par exemple un internaute qui est connecté avec nous, qui est dans ce secteur-là, où il a ces résidus-là, ces déchets-là qui proviennent de son activité, il peut devenir un nouveau fournisseur pour vos travaux, quelque chose bien sûr, bien sûr. Nos internautes, vous avez écouté, donc c'est à vous de pouvoir mettre à profit ce type de collaboration. Là, c'est intéressant parce que je pense que c'est nécessaire en fait.
ces valorisations-là, je pense que lorsque vous parlez, vous avez parlé des tests, les procédés, vous avez parlé des tests mécaniques, tout ce qui va avec. Donc, à cause de notre temps, je pense que peut-être on va juste aller à un volet peut-être perspective et inspiration d'une certaine manière, où vous allez me parler peut-être brièvement, si vous voulez, de votre rêve ou ambition avec ce projet-là, peut-être sur le long terme, mais quelque chose que vous aimeriez dire aux jeunes que nous sommes, nos jeunes Africains qui hésitent toujours, ou peut-être qui n'en savent rien. Qu'est-ce qu'il faut faire, genre? C'est quoi, quel état d'esprit il faut avoir? On parlait tantôt on est consommateur. Au lieu d'être consommateur ou en plus d'être consommateur, il faut être chercheur aussi. Il faut avoir l'esprit de curiosité, chercher à savoir le pourquoi des choses, à quoi ça peut servir, etc., etc. Parce qu'il y a des opportunités tout autour de nous. Une phrase que tu as lancée au début, c'est que les déchets sont nos richesses. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Au niveau de mon rêve avec ces déchets-là, voilà, ça sera le rêve de tout jeune chercheur africain. Essayer de pouvoir, c'est-à-dire qu'une plus-value pour son pays, pour l'Afrique et pour le monde entier, dans le sens où essayer même de mettre des startups, pourquoi même pas des entreprises, collaborer avec certaines institutions et par la suite, c'est-à-dire que développer ces matériaux-là. Parce que nous, à l'instant de développer ces matériaux, il y a toute une étude, il y a tout un background, tout ce qui est enseignement théorique qui est là derrière. Donc, mon rêve, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que mettre à profit tous ces matériaux-là pour le continent africain et par la suite, c'est-à-dire que partager ce savoir-là à la jeune génération. Concernant mon message à la jeune génération, c'est-à-dire aux jeunes que nous sommes, j'ai l'habitude de dire que si notre continent, le continent africain, a besoin de se développer, et l'une des manières dont le continent africain aura besoin de se développer, c'est par la recherche. Notre développement viendra par la recherche. Et par la recherche, en apportant c'est-à-dire une grande considération, c'est-à-dire qu'en ayant un regard vers nos ressources naturelles, plus particulièrement nos déchets. Parce que c'est en ce sens-là qu'on pourra apporter quelque chose, c'est-à-dire au développement de notre pays. Maintenant, ça mène aussi un cri de cœur, ou bien c'est-à-dire une sollicitation auprès de nos décideurs. Voilà, j'ai l'habitude de dire que je pense bien que les jeunes Africains sont très brillants, ils sont intelligents, et ils ont le sens de la recherche, mais on leur demandera aussi de soutenir ces jeunes-là qui ont ces projets-là. Je ne pense pas que je suis le seul à avoir ces projets-là, mais qui ont ce désir-là, juste un coup de main, voilà, pour les aider à pouvoir se lancer dans ce pourquoi ils aspirent. C'était assez plaisant de vous écouter. Déjà, on sent la passion envers la chose, ce sur quoi vous travaillez. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire dans le monde de votre ambition de pouvoir partager de la connaissance. Il faut aimer ce que vous avez à partager. Et j'espère que nos internautes, vous avez pu noter des choses, appris de nouvelles choses. Surtout, vous avez pu avoir des idées d'innovation, orientées entrepreneuriat, orientées entreprise, etc. pour l'application concrète. Là, je pense qu'on a parlé de choses concrètes, des choses applicables, genre là, maintenant. Bien sûr. Pas dans 10 ans avec un projet, mais on peut appliquer des choses maintenant. On a parlé des déchets, que je suis sûr certainement, il y en a qui ont des déchets actuellement de manière chez eux, de richesse, de peau. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de consommer de la peau actuellement. Donc tu as la peau de banane plantée à côté de toi. On a parlé des habits, les pagnes, tout ce qui va avec. Les pagnes sont très présentes dans notre culture, surtout africaine. Du coup, on a parlé de choses concrètes, comment valoriser ces déchets-là. On a parlé de pistes, on a parlé de collaboration. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de plus de détails, de mise en connexion avec notre docteur Vincent. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi avec nous cet épisode
Discover with ARC, où on parle de recherche, où on parle d'innovation, où on parle de tout ce qui est potentiel de l'Afrique. Comment est-ce qu'à partir de la recherche appliquée, je précise, on peut contribuer au développement de l'Afrique. C'est ce que nous faisons et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre épisode, un autre programme de ARC. Merci à vous et bonne soirée chez vous. Je rappelle que vous pourrez revoir la rediffusion ou l'enregistrement vidéo après sur notre chaîne YouTube. Merci à vous, bonne soirée chez vous.